Excellent après-midi à toutes et à tous et bienvenue à cette grande édition du journal à langue française. Vous êtes en compagnie de Patrick qui lui donne tout de suite l'essentiel de l'actualité. Ce mercredi à La Haye se tient donc une audience opposant le Rwanda au Royaume-Uni dans un litige portant sur le non-respect d'un accord bilatéral relatif aux migrants. L'affaire est examinée devant une juridiction internationale d'arbitrage basée aux Pays-Bas. En janvier 2026, le gouvernement rwandais, représenté par son agent, le ministre de la Justice, Emmanuel Ugirashebuja, a saisi la justice contre le Royaume-Uni. Kigali accuse Londres d'avoir suspendu de manière unilatérale et contraire aux engagements pris le partenariat conclu entre les deux pays. Depuis avril 2022, le Royaume-Uni et le Rwanda avaient mis en place une coopération visant à transférer vers Kigali des migrants en situation irrégulière tout en renforçant le développement économique, conformément à un accord signé à cette période. Selon le ministre Ugirashebuja, dès l'entrée en vigueur du partenariat, le Rwanda avait entamé la mise en œuvre des engagements, notamment la construction des centres d'accueil destinés à héberger des migrants transférés. Une fois le partenariat annoncé en avril 2022, le Rwanda a rapidement entrepris de mettre en œuvre ses engagements. À titre d'illustration, le pays a engagé d'importantes réformes constitutionnelles, législatives et administratives afin de permettre la mise en œuvre du partenariat pour la migration et le développement économique, ou MEDP en sigle. Il a adopté des lois, créé un tribunal d'appel chargé d'examiner le recours en matière d'asile en vertu du droit rwandais, lequel existe toujours à ce jour. Il a également mis en place au moins 12 structures ministérielles et administratives pour gérer le MEDP. Par ailleurs, le Rwanda a préparé des centres d'accueil pour les réfugiés entrants et a engagé des coûts importants à cet effet. Dans le cadre de ce partenariat, les parties ont également créé un programme appelé Fonds de transformation économique et d'intégration, ETF en sigle. Le dispositif prévoyait également que ces migrants soient intégrés dans des programmes de développement avec la possibilité pour ceux qui les souhaiteraient d'être réinstallés dans d'autres pays conformément au droit international. Cependant, après le changement du gouvernement au Royaume-Uni, c'était en juillet 2024, le nouveau Premier ministre britannique a annoncé publiquement l'abandon définitif de ce programme. Le Rwanda affirme avoir appris cette décision par voie médiatique et non par les canaux diplomatiques habituels, ce qui a contribué à la détérioration des relations entre les deux partenaires. Et puis une cérémonie de commémoration a eu lieu à Nyange, qui se tient actuellement en district de Ngororero. L'événement rassemble des autorités administratives, des responsables des forces de sécurité, les élèves de Nyange ainsi que certaines figures reconnues comme héros locaux. Cette commémoration rend hommage à l'acte de bravoure des élèves du lycée Nyange qui ont refusé de se séparer sur des bases ethniques lors d'une attaque menée par des infiltrés et à leur demande dans la nuit du 18 mars 1997. Les assaillants avaient exigé que les élèves se séparent selon leur appartenance ethnique, mais ces derniers ont opposé un refus catégorique. En représailles, les assaillants ont tué 7 élèves et laissé plusieurs autres grièvement blessés. Par leur courage, ces élèves ont affirmé qu'il n'y avait ni Hutu ni Tutsi parmi eux, mais uniquement des Rwandais. Aujourd'hui, leur sacrifice constitue un pilier essentiel de l'enseignement des valeurs de l'unité et de l'identité nationale rwandaise. Dans son discours d'ouverture, le maire du district de Ngororero, Christophe Mhoussi, a souligné que ces élèves incarnent un modèle fondamental de l'idéologie des Ubuntu-Nyarwanda. Parlons à présent langue française. Le rapport 2026
nous révèle que le nombre des locuteurs du français dans le monde est désormais de 396 millions de personnes, faisant passer la langue française de la 5e à la 4e position mondiale, derrière l'anglais, le chinois, l'espagnol et devant l'arabe standard. Un motif de réjouissance, selon Madame Louise Mushikiwabo, secrétaire générale de l'OIF, Organisation internationale de la francophonie. Avec une profonde satisfaction, je me tiens auprès de vous, ici à Québec, pour dévoiler la 6e édition de ce rapport à quelques jours seulement de la célébration de la Journée internationale de la francophonie du 20 mars. Comme vous le savez, l'OIF a inauguré la dernière née, la cadette, de ses représentations extérieures ici à Québec, représentation pour les Amériques, en janvier 2023, avec à sa tête Zahra Kamil, que je remercie, ainsi que toute l'équipe pour l'excellent travail produit qui contribue à la présence, à la visibilité et à la vie de notre organisation et de notre institution dans les Amériques. Au même moment, j'ai pris la décision, largement soutenue par les autorités québécoises, de délocaliser l'Observatoire de la langue française de l'OIF. Je ne pouvais pas penser à une meilleure résidence de cet observatoire de la langue française qu'à Québec. Aujourd'hui, cet observatoire est un outil incontournable pour nous. L'OIF, c'est notre boussole concernant la langue française. J'étais d'ailleurs convaincue par le Premier ministre François Legault de l'opportunité que constitue son ancrage en terre québécoise. Et je dois avouer que je n'ai pas eu à le regretter. Animé par les mêmes ambitions pour la langue française et par des valeurs communes, nous avons été accueillis par le Québec, Monsieur le ministre, comme des partenaires, comme des alliés et comme des amis. Aujourd'hui, la REPAM, notre représentation, l'Observatoire et notre Institut francophone pour le développement durable sont harmonieusement intégrés dans le paysage québécois et jouissent de l'appui des autorités que je remercie très sincèrement à travers vous, Monsieur le ministre. Mesdames et messieurs, c'est donc à partir du Québec, avec ses 8,2 millions de francophones, avec son engagement linguistique résolu pour le français, avec son ministère dédié à la langue française et avec la constance et le dynamisme de son soutien à la francophonie, que j'ai l'honneur de vous communiquer les principaux résultats du rapport 2026 de l'Observatoire de l'OIF, publié chez Gallimard, dont je salue aussi l'engagement à nos côtés. Mesdames et messieurs, le rapport 2026 nous révèle que le nombre de locuteurs de français dans le monde est désormais de 396 millions de personnes, faisant passer la langue française de la 5e à la 4e position mondiale, derrière l'anglais, le chinois et l'espagnol, et devant l'arabe standard. 396 millions. Je tiens à préciser que nous avons adopté, sur recommandation du Conseil scientifique de l'Observatoire, composé de 12 experts de très haut vol, une méthode de recensement différente de celle du rapport de 2022, qui était fondée uniquement sur les compétences en français et qui excluait les enfants de moins de 10 ans scolarisés en français. Cette méthodologie que j'ai trouvée sur place, je voulais qu'on la questionne un peu, qu'on l'améliore, et c'est ce à quoi l'Observatoire s'est attelé. Je tiens à remercier très sincèrement le professeur
Mohamed Mbarki, un homme de très grandes compétences académiques. Et je le disais au ministre tout à l'heure, un homme qui a le bon tempérament pour produire ce rapport. La suite de cette édition, le Sénat réuni en séance plénière s'est engagé à renforcer et à contrôler le respect des droits des agents de l'État afin d'éviter les mauvais services et les erreurs susceptibles d'exposer l'État à des procès inutiles. Jean-Benoît Michel pour plus de détails. Le rapport de la Commission du développement social, de l'éducation et de la technologie et de la jeunesse du Sénat au Rwanda portant sur les activités de la Commission nationale de la fonction publique pour l'année 2024-2025, ainsi que le programme 2025-2026, révèle plusieurs lacunes. Parmi celles-ci figurent des irrégularités dans le recrutement et les fautes professionnelles telles que la consommation d'alcool pendant les heures de travail ou encore les absences non autorisées. Les sénateurs ont cherché à comprendre les causes de ces défaillances qui conduisent parfois l'État à être poursuivi en justice et à payer des indemnités. Certains responsables n'appliquent pas des décisions de la Commission de la fonction publique. On note également dans ce rapport 25 cas liés à la consommation d'alcool pendant les heures de travail. Il est inadmissible qu'un agent exerce ses fonctions en état d'ébriété, car cela a de nombreuses conséquences. Je voudrais aussi savoir s'il existe des mécanismes de contrôle, comme des tests d'alcoolémie au travail. Par ailleurs, certains employés affirment que leurs idées ne sont pas prises en compte, ce qui entraîne un manque de motivation et que leurs problèmes ne sont pas traités par leurs employeurs. Le rapport indique que 96 agents publics, soit 34,5%, ont été définitivement licenciés. 58 agents, c'est-à-dire 20%, ont été suspendus pour un mois sans salaire, tandis que 56 autres, c'est-à-dire 20%, ont été suspendus pour 3 mois. Bien que le nombre de procès perdus par l'État ait diminué au cours de l'exercice 2024-2025, les montants versés ont fortement augmenté, atteignant plus de 46 millions de francs rwandais, contre un peu plus de 10 millions de l'année précédente, 2023-2024. La présidente de cette commission, Umuhire Adri, a indiqué que des solutions sont en cours pour combler ces lacunes. Afin de résoudre ces problèmes persistants dans la gestion des agents publics, la commission sénatoriale compétente poursuivra le suivi des mesures prises. En tant que Sénat, nous avons identifié des actions à mener avec le Parlement que nous avons intégrées dans notre planification. Nous saluons également l'engagement de la commission à continuer de suivre les défis relevés dans ce rapport, notamment ceux qui reviennent de manière récurrente. Enfin, le rapport révèle que plus de 1 100 000 candidats ont postulé à des emplois publics en 2024-2025, dont un peu plus de 670 000 remplissaient les conditions requises. Et puis la lutte contre les phénomènes des enfants de la rue a pris une nouvelle dimension à travers des foyers baptisés Ihumure. Le gouvernement, en partenariat avec SOS Village d'enfants, a mis en œuvre une approche innovante et durable pour protéger les enfants vulnérables et soutenir leurs familles. Plus de précisions avec Michel Iladoukounda. Face aux défis persistants des enfants en situation de rue, souvent contraints à l'errance en raison des conflits familiaux, de la pauvreté ou de la désintégration du cadre familial, le Rwanda a adopté une stratégie centrée sur la prévention, la réinsertion et le renforcement des familles. Les foyers Ihumure, dont le nom évoque le réconfort et la sécurité, ont été mis en place dans plusieurs districts du pays comme des structures d'accueil temporaires. Ils offrent aux enfants retirés de la rue un cadre protecteur où ils bénéficient d'un accompagnement global, hébergement, alimentation, soins de santé, suivi psychologique et encadrement éducatif. Mais au-delà de la prise en charge immédiate, l'approche repose surtout sur un travail en profondeur avec les familles. Des équipes spécialisées accompagnent les parents ou tuteurs pour identifier les causes ayant conduit les enfants à la rue. Il s'agit notamment de renforcer les capacités économiques des ménages, d'améliorer les conditions de vie et de promouvoir une éducation parentale positive. Dans ce cadre, des programmes de soutien sont déployés, formation professionnelle, appui financier, accès à des activités génératrices de revenus, ainsi que la sensibilisation sur les droits de l'enfant et de la cohésion familiale.
L'objectif étant clair, créer un environnement familial stable et protecteur pour éviter que les enfants ne retournent dans la rue. Selon les projections, cette initiative devrait permettre de retirer près de 8000 enfants de la rue au cours des 5 prochaines années. Elle s'inscrit dans une vision à long terme visant à éliminer progressivement le phénomène des enfants en situation de rue au Rwanda. Les autorités ont souligné également l'importance de la collaboration entre les institutions publiques, les organisations internationales et les communautés locales. Cette synergie est essentielle pour assurer le succès du programme et garantir un suivi efficace des enfants et de leurs familles. En définitive, à travers les foyers Ihumure, le Rwanda a misé sur une approche humaine, inclusive et durable qui ne se limite pas à traiter les conséquences, mais s'attaque aux causes profondes du problème, avec l'ambition de bâtir une société où chaque enfant grandit dans un environnement sûr, stable et propice à son épanouissement. Rendons-nous au Parlement, Chambre des députés. Le ministère de l'Agriculture et des Ressources animales affirme poursuivre la sensibilisation des agriculteurs à adopter une agriculture basée sur les technologies afin d'augmenter la production. Cette déclaration a été faite devant les parlementaires par le ministre de l'Agriculture et des Ressources animales, Dr Ndabamenye Telesphore. Alors que le gouvernement rwandais continue de renforcer les efforts pour accroître la production agricole et animale, le ministre a indiqué ce mardi que des solutions sont en cours pour améliorer l'irrigation et renforcer les compétences des agriculteurs. Les députés ont interrogé le ministre sur les stratégies mises en place pour permettre aux jeunes innovateurs de créer des petites industries de transformation des produits agricoles en fait de limiter les exportations de matières brutes et la réimportation des produits transformés à coût élevé. Au Rwanda, nous produisons beaucoup de céréales qui sont exportées pour être transformées en produits que nous consommons ensuite, notamment au petit déjeuner. Pourtant, il est difficile de trouver des industries locales, notamment portées par des jeunes, qui produisent, par exemple, l'huile d'avocat ou d'olive. On ne trouve même pas d'industrie locale transformant ces céréales pour que nous puissions consommer des produits issus de notre propre production. En réponse, le ministre a indiqué qu'une collaboration avec le ministère du Commerce et de l'Industrie est en cours en fait de développer la transformation locale et la valorisation des produits agricoles, ce qui permettra également d'augmenter les revenus. La valorisation des produits agricoles est essentielle car elle permet de réduire des pertes tout en augmentant leur valeur marchande. Certaines cultures connaissent déjà un développement, notamment grâce aux investissements réalisés. Les agriculteurs commencent à récolter des avocats et il est important d'éviter les pertes en les orientant vers l'industrie de transformation, ce qui contribuera à accroître la production et les revenus. Le ministre a également précisé que, dans le cadre du programme N-Institute, l'objectif est d'augmenter la production agricole de moins 50%, de réduire les pertes post-récolte à moins de 5% et de renforcer les investissements dans les secteurs agricoles et de l'élevage. Actualité nationale en bref et en images, les entrepreneurs du secteur textile et de la chaussure ont tenu des échanges avec les autorités publiques compétentes dans le cadre du Textile CEO Forum afin d'évaluer le progrès réalisé par l'industrie et d'identifier les défis à relever. Parmi les principales préoccupations soulevées figurent le coût élevé et les délais liés à l'importation de matières premières provenant de différents marchés internationaux. Selon les opérateurs, ces importations représentent entre 50 et 75% de leur investissement, ce qui pèse lourdement sur la compétitivité du secteur.
Pour remédier à cette situation, les acteurs du secteur plaident pour la création d'une usine intégrée, fruit d'un partenariat entre l'État et le secteur privé dédié à la production locale de matières premières essentielles. Ils recommandent donc également de renforcer la préférence nationale dans l'attribution des marchés publics, en particulier pour les commandes des vêtements destinés aux agents de l'État. Le marché ne devrait être attribué à des fournisseurs étrangers que lorsque le produit demandé ne pouvait pas être fabriqué localement. Par ailleurs, les participants ont mis en évidence un déficit de compétences spécifiques chez les diplômés qui ne disposent pas toujours des qualifications techniques requises par l'industrie textile et de la chaussure. Dans leurs propositions, les entrepreneurs insistent notamment sur la mise en œuvre d'une unité de production locale capable de fournir jusqu'à 50% des intrants nécessaires au secteur, afin de réduire la dépendance aux importations et de stimuler la croissance industrielle nationale. Lors de la cérémonie de clôture de la 7e phase de la formation destinée aux détenus condamnés pour participation au génocide contre les Tutsis et qui s'apprêtent à terminer leur peine de prison, qui se déroule à la prison de Nyamagabe, Arabi s'est entretenu avec la directrice exécutive du département en charge de l'unité de la résilience au ministère rwandais de l'unité et de l'engagement civique, Madame Kayumba Kawera Marie-Alice, qui a partagé un message à l'intention de ceux qui vont retourner dans leur famille, mais aussi à l'intention des familles qui les accueilleront. birumvikana minisiteri y'ubumwe bw'abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu ndetse ifatanyije n'urwego rw'u Rwanda rushinzwe igorora. Bien entendu, le ministère de l'Unité nationale et de l'engagement civique, en collaboration avec les services correctionnels du Rwanda, en organisant une telle formation, avait pour objectif de faire en sorte que ces détenus qui doivent être libérés prochainement soient parfaitement réintégrés dans la société en respectant les principes d'unité et de réconciliation. Il est apparu que certains détenus libérés rechutent dans le crime ou perturbent la quiétude au sein de leur famille ou société. Normalement, ces personnes suivent des formations lorsqu'ils sont encore en détention. Mais nous avons estimé nécessaire d'organiser ces genres de formations pour les détenus qui arrivent au terme de leur peine de prison, afin de leur rappeler les obligations qu'ils ont envers la société. Certains viennent de passer 25 ou 30 ans derrière les barreaux, une longue période, et nous leur rappelons la nécessité de bien se comporter à l'extérieur une fois libérés, notamment en évitant les propos blessants, l'idéologie du génocide, les propos discriminatoires. Certains seront un peu désorientés car ils vont retrouver une société complètement transformée, loin de celle qu'ils ont laissée lorsqu'ils sont entrés en prison. Au cours de cette formation, ils ont l'occasion de suivre plusieurs enseignements, mais ils donnent aussi leurs avis et questionnements par rapport à ces sujets. Ils ont des échanges avec des rescapés du génocide contre les Tutsis et d'autres détenus déjà libérés, qui leur parlent de leur cohabitation actuelle dans la société. Cela permet aussi de préparer les rescapés à la sortie prochaine de ces anciens génocidaires ayant purgé leur peine. Et puis le gouvernement du Rwanda, à travers le ministère de l'Éducation, a signé un accord de coopération avec l'Union européenne ainsi qu'avec des pays comme la Finlande, la Lituanie, dans le cadre d'un projet appelé Twinning d'une valeur de 50 millions d'euros. Ce projet vise à améliorer la qualité de l'éducation des enfants dans les écoles maternelles. Jean-Benoît Michel pour plus de précisions.
Le ministre de l'Éducation, Joseph Nsengimana, a indiqué que ces dernières années, le gouvernement du Rwanda a fortement investi dans le développement de l'éducation préscolaire en fait de poser des bases d'un système éducatif solide dès le plus jeune âge. L'ambassadrice de l'Union européenne, Belen Kalvo-Iera, ainsi que le vice-ministre de l'Éducation, des Sciences et des Sports de Lituanie, Jonas Petkovicius, ont souligné que la vision claire du Rwanda et sa volonté politique en matière de l'éducation préscolaires ont motivé leur choix de collaborer avec ce pays dans divers projets visant à améliorer la qualité de l'éducation. L'Union européenne soutient le gouvernement du Rwanda dans plusieurs programmes, notamment celui de l'éducation de la petite enfance avant l'école primaire. Ce programme s'inscrit dans le cadre des grandes initiatives globales Gateway en Afrique, visant à promouvoir l'éducation de jeunes enfants. Nous avons choisi de collaborer avec le Rwanda en raison de sa vision claire et de ses objectifs ambitieux, définis dans les stratégies nationales de transformation, en particulier dans le domaine de l'éducation préscolaire. Au-delà de ce programme, nous coopérons également avec le Rwanda dans d'autres domaines tels que le développement des programmes scolaires, le renforcement des capacités des enseignants, l'alimentation scolaire et la construction des infrastructures, notamment des salles de classe pour les jeunes enfants. And working also on the infrastructure and the building of the classes for pre-primary education. We think that pre-primary education is Nous sommes convaincus que l'éducation de la petite enfance avant l'école primaire constitue une étape essentielle. Lorsqu'un enfant bénéficie d'une base solide avant d'entrer à l'école primaire, cela améliore considérablement ses performances académiques. Cela favorise également de meilleures relations sociales, un meilleur environnement scolaire. Cela est particulièrement important au Rwanda, où l'éducation connaît une croissance rapide, où les écoles accueillent un grand nombre d'élèves. Le Rwanda dispose d'une vision claire de ses objectifs éducatifs, ce qui encourage davantage les partenaires à le soutenir. But and you have a very clear vision of what you want to do. Actuellement, environ 45% des enfants qui commencent l'école primaire ont fréquenté l'éducation préscolaire. Toutefois, dans le cadre de la deuxième phase du programme national de transformation, il est prévu que ce taux atteigne 65%. En 2011, le gouvernement du Rwanda a lancé les centres de développement et de la petite enfance, ECD, en fait de lutter contre la malnutrition et le retard de croissance qui affectait des capacités d'apprentissage des enfants dès leur entrée à l'école. À ce jour, plus de 31 000 centres de développement de la petite enfance sont répartis à travers le pays. Dans ces centres, les enfants bénéficient d'un encadrement adapté et d'un apprentissage basé sur le programme conçu selon leur âge, ce qui leur permet d'acquérir des bases solides en éducation et en développement avant d'intégrer l'école primaire. C'est donc avec cet élément que nous mettons un point final à cette grande édition du journal en langue française. Au nom de toute l'équipe qui m'a accompagné tout au long de cette édition, je vous souhaite de passer une bonne fin d'après-midi à notre compagnie.